Soir première. Face à l'info. Face à l'info et retour donc avec vous, Edika Colberg et vos invités sur cette étude Baromètre Solidaris RTBF le soir sur la vie des 18-30 ans que vous allez décrypter avec vos invités ce soir donc. C'est une opération menée régulièrement par Solidaris, la mutualité, par le quotidien Le Soir et la RTBF pour sonder sur divers thèmes et sujets l'état de notre population. Particulièrement cette fois-ci les jeunes 18-30 ans, beaucoup questionnés parce qu'ils sont produits d'un enseignement, beaucoup questionnés parce qu'ils se questionnent aussi à beaucoup et nous questionnons en retour sur la société qu'on leur lègue. Nous allons le faire ici avec Jean Cornil et Alain Chéniaud qui tous deux portent les résultats de cette enquête et nous allons le faire en deux temps. Un premier temps, portrait général de ces 18-30 ans et des paramètres qui les concernent et ensuite deux focus plus particuliers sur ce qui fait ou non la réussite, le travail et la famille et sur le désaveu, alors là disons-le d'emblée, massif du politique, du vote et de l'espoir de changement dans la société qui reste pourtant mobilisable chez eux mais peut-être pas par les formes classiques. Merci d'être face à l'info. Alain Chéniaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, une enquête de plus, serais-je tenté de dire. Cette fois-ci, ce n'est pas tant la santé, quoi qu'il y ait des paramètres santé sur le sport, la santé physique, l'obésité, la façon de consommer, mais ce qui est le plus marquant, le plus coup de poing, je dirais globalement, c'est l'état d'esprit de ce qui peut cerner ces jeunes 18-30 ans. Par exemple, je retiens que 55% pensent que les gens ont de moins en moins envie de vivre ensemble. Pourtant, on ne cesse, et singulièrement ces dernières semaines, d'invoquer le Dieu vivre ensemble. Effectivement, c'est la 6e édition du thermomètre et quelque part, ce sont des résultats qui font mal. C'est vrai que les chiffres qui en ressortent posent un certain nombre de questions par rapport à l'état de notre société. C'est même une génération 18-30, dite la génération Y, cette génération qui n'a pas connu, ou à peine connu, la chute du mur de Berlin, qui a un tout petit peu connu les attentats de 2001, qui n'ont sûrement pas connu Julie et Mélissa. Donc, quelque part, c'est une génération neuve d'un point de vue apport historique. Et d'un autre côté, c'est une génération qui, pour la plupart, malheureusement, et c'est un peu le constat, a beaucoup de difficultés à se situer par rapport à l'état de la société. Vous y avez fait allusion, et notamment sous les prismes travail, politique, enseignement. Grande structure constituée. Jean Cornil, ce vivre ensemble, j'y reviens, parce qu'on l'évoque. Sur ces points-là, il y a des choses très rassurantes. L'orientation sexuelle, par exemple, tous ces débats-là semblent assez bien intégrés avec un esprit d'ouverture. Mais quand même, 55% des 18-30 ans pensent que les gens ont de moins en moins envie de vivre ensemble. Ça pose quand même de larges questions parce qu'on va devoir corréler ça avec leur envie de créer une famille. Alors moi, ce que je pense et ce que j'ai retiré de l'étude par rapport à votre question, c'est qu'au fond, pour paraphraser Edgar Morin, nous vivons un basculement de civilisation. Tous les grands récits qui ont fondé une action collective, qu'ils soient sécularisés ou qu'ils soient religieux, sont aujourd'hui, singulièrement depuis les 40 ans de crise économique que nous vivons, en train de s'effondrer. Je pourrais le dire d'une manière modeste, il y a un effritement du principe de sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour les gens aujourd'hui ? Quel est le grand principe de sens de la modernité face à toutes les impasses que nous pouvons rencontrer, qu'on nous annonce régulièrement, qu'elles soient financières, économiques, sociales, écologiques. Et donc par rapport à cela, je pense que le choix aujourd'hui, et le grand désarroi de cette catégorie de jeunes 18-30 ans, c'est le choix d'abord de compter, malheureusement, sur eux-mêmes. D'abord sur eux-mêmes. C'est plus les égaux, c'est les égaux. Et donc, d'une certaine manière, cette étude, qui je trouvais est particulièrement intéressante, elle donne une bonne photographie de l'état d'une génération aujourd'hui. Elle donne un peu le tournis aussi. Et elle donne un petit peu le tournis, et elle est inquiétante, mais elle est aussi ambivalente, montre bien que c'est d'abord soi-même et la famille, on retourne vers les vieilles structures protectrices traditionnelles, et non plus les pouvoirs publics, on pourrait dire même les religions, les grandes associations, même s'il y a bien sûr des tas de nuances à apporter. Mais moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est d'abord un immense désarroi. On compte sur soi, on ne compte plus sur les autres. C'est d'une certaine manière un dépérissement progressif de toutes les structures collectives, du collectif, de l'être ensemble. L'être ensemble aujourd'hui ne fait plus sens. C'est un individualisme exacerbé et cette question-là, elle a certainement, à mon sens, des causes et il faut décrire
décrypter ces causes pour pouvoir tenter d'y remédier. Oui, ce qui pose aussi question, Alain Cheniot, tout à fait dans le droit fil. D'abord, rappelons que cette génération est à l'aube, sinon déjà progressivement aux manettes de la société. C'est celle c'est le blé qui a levé, c'est celle sur laquelle normalement, même s'il va falloir faire beaucoup de formations continuées, mais on n'aura plus un impact direct, c'est celle qui va devenir le management de demain de nos sociétés à tous les étages. Donc il faut quand même qu'on soit conscient que c'est de ceux-là qu'on parle. 33% se sentent très souvent anxieux, angoissés, déprimés, 12% déjà tentés de se suicider. C'est énorme parce que des gens qui vont devoir prendre les responsabilités d'une société dont un tiers se sent à ce point angoissé et que 12% ont tenté déjà de se suicider, ça veut dire qu'il y a une forme de désespérance et de désespoir parmi ceux qui vont devoir au contraire être des guides. J'ai un peu peur des mots utilisés. On l'appelle la génération déboussolée, on l'appelle la génération dépossédée. Moi, je pense, comme Amin Malouf, qu'on est rentré dans le siècle sans boussole. Cette génération a été confrontée, je dirais beaucoup plus que la mienne, à ce que j'appellerais une injonction paradoxale où on leur a dit « le monde est libre, le monde est ouvert, réalise-toi, l'avenir est devant toi, tu seras heureux ». Et puis, ils sont confrontés à ce monde qui est extrêmement dur, extrêmement cruel, et fatalement, la déception ne sait être qu'à cette hauteur-là. Et puisque nous avons mené un thermomètre sur les adolescents, pour lequel vous m'avez reçu maintenant, voici une bonne année, nous avons comparé les chiffres. Eh bien, les chiffres entre les ados et cette nouvelle génération sont assez désespérants. Ils ne font que s'accroître. Par exemple, en matière d'anxiété, 11% des adolescents se révélaient anxieux ou gravement anxieux. Ils sont 33%, comme vous le soulignez maintenant, pour les moins de 30 ans. Penser à se suicider, on a relevé des chiffres assez dramatiques. 22% chez les ados. Penser, il ne faut pas passer à l'acte. 33% pour cette génération. Donc effectivement, il y a un mal-être social. Maintenant, il faut aussi relativiser. Il y en a qui s'en sortent, mais ils sont moins nombreux que les autres. Oui, ce qui, Jean Cornille, nous amène à revenir sur ces messages paradoxaux que vous commentez d'emblée. Lorsqu'on voit un certain nombre de perceptions qu'ils ont d'un certain nombre de messages qu'on leur envoie, 72% pensent que le fait de dire « prenez votre vie en main, prenez-vous en charge vous-même, n'entendez rien de la société ou de l'État » correspond parfaitement à ce qu'ils ont compris du message qu'on leur envoie. Donc on leur dit... En gros, débrouillez-vous tout seul, tout vous est permis, mais si vous vous en donnez l'occasion, personne n'agira pour vous. Donc, à corréler avec le désaveu qu'ils ont de l'État, s'ils ont effectivement cette perception-là, c'est pas très étonnant qu'ils se disent que la politique ne sert à rien. Pas du tout. Moi, j'ai pas du tout été étonné. J'ai été inquiet des résultats, mais je n'ai pas été étonné. Je dirais, ce thermomètre de Solidaris, il symbolise pour moi un immense désenchantement. Il n'y a plus de, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de projet collectif. C'est la trajectoire individuelle, c'est la trajectoire existentielle. C'est même, d'une certaine manière, un désaveu de toutes les grandes stratégies porteuses de la modernité, au travers de l'État-providence, au travers de la répartition des richesses via la sécurité sociale ou par la progressivité de l'impôt. On en revient presque à la notion de mérite aux inégalités naturelles. On pourrait presque dire, dans la logique, par exemple, de la sociologie de Pierre Bourdieu, au don. Il y a ceux qui vont réussir parce qu'ils auront les capacités, parce qu'ils feront les efforts. On se croirait revenu au cœur, je dirais, du libéralisme politique du 19e siècle. Et donc ça, je pense que c'est un élément particulièrement préoccupant. Vous verrez par exemple que le regard de certains, sans non plus, je dirais, assombrir les chiffres, mais le regard de certains sur les populations d'origine étrangère, sur les gens assistés, entre guillemets, par l'État-providence, est souvent un regard relativement négatif. Donc tout est mis sur le self-made man, sur le rêve américain, c'est l'occidentalisation totale du monde et c'est le triomphe absolu des valeurs marchandes et du quantitatif. Alors cela dit pourtant, et ça fera aussi l'objet d'une partie de notre deuxième série d'entretiens là dans quelques minutes, mais quand même un mot déjà, 1 sur 2 pense qu'il faut radicalement changer la société et la majorité pense que c'est possible, mais pas par les voies ordinaires et classiques. Moi, je pense qu'il faut s'en réjouir, évidemment. Et c'est pour ça que les résultats de ce thermomètre sont évidemment, à mon sens, ambivalents et complexes à déchiffrer, parce qu'il y a effectivement des éléments très, très différents. Et ça montre bien, je dirais, la profondeur et le travail remarquable du sociologue qui a examiné ces différents aspects. Mais on sent bien que à la fois, il faut une transformation, il faut une métamorphose, pour reprendre de nouveau un terme d'Edgar Morin, et en même temps, on sent bien qu'il y a un blocage au niveau des institutions
traditionnelle au niveau des institutions des pouvoirs publics, des organisations syndicales. Et donc, il faut parier, et je trouve qu'en ce sens-là, c'est aussi encourageant, il y a des voies d'espérance, il faut parier sur la construction progressive et peut-être douloureuse d'un nouveau paradigme de transformation sociale. Il émerge petit à petit, très lentement, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire, que ce soit très progressivement ou à travers de révolutions plus ou moins sanglantes. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a un frémissement, comme on aime bien dire dans les médias, il y a un frémissement, on sent qu'il y a une insatisfaction et donc qu'il y a une possibilité de transformation. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est très positif. Je vous retrouve dans un instant, messieurs, après cette courte pause, pour aller plus loin en focus sur deux éléments qui étaient peut-être même, pour l'un d'entre eux en tout cas, un peu inattendus dans les résultats que vous nous présentez ce soir. Soir première, face à l'info. Et on continue d'ausculter cette étude Baromètre Solidaris autour des jeunes de 18 à 30 ans avec vous et vos invités. Eddy. Effectivement, encore d'autres questions pour cette deuxième partie. Et je recommencerai, Alain Chéniaud, par l'aspect famille. L'aspect famille, vos chiffres disent, et on va y revenir, que 1 sur 2 de ces 18-30 ans estiment que réussir sa vie, c'est construire une famille. En même temps, on voit bien qu'il y a un maintien de ce que j'appellerais l'effet Tanguy. 40% vivent chez les parents, 18-30 ans quand même. Donc on voit bien que certes construire sa famille, mais il faut du temps. Il faut que toute une série d'autres paramètres se mettent en place avant qu'il y ait ce passage à l'acte. C'est l'objectif, se replier sur la construction de sa famille, mais on met du temps pour obtenir les paramètres qui semblent nécessaires à pouvoir passer à l'acte. Oui, ce thermomètre a mis cela en évidence. Naturellement, dans la cible 18-30 ans, il y a 30% d'étudiants, 18% de demandeurs d'emploi et le reste de travailleurs salariés, peu importe les contrats. Je vois ça sur une ligne du temps. Quelque part, ces adolescents se définissent d'abord avoir un travail. Non pas un travail pour se réaliser, mais pour avoir des moyens. Une fois qu'on a un travail, on acquiert un logement décent qui permet de fonder une famille. Et c'est uniquement après ce paramètre logement que le jeune commence à se poser la question, eh bien voilà, si on avait une descendance. Donc, quelque part, ce n'est pas étonnant que l'âge des parents soit plus... Le phénomène Tanguy, quand je me souviens du film, c'était le jeune qui restait à la maison parce qu'il y avait un certain confort. Ici, il y a une problématique d'un Tanguy plus économique. Je pense que le jeune, quelque part, ne sait pas se lancer seul parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'a pas de logement. Et alors, fonder une famille, quelque part, si ces deux socles ne sont pas présents, ben, c'est assez difficile. Mais ils mettent effectivement une ligne de temps pour réaliser leurs objectifs. Alors, en rapport avec une émission que nous menions la semaine dernière ici avec Joël Milquet et qu'on remènera encore dans les mois et semaines qui viennent, à propos de l'enseignement, moins de 1 sur 10 pensent que l'enseignement prépare bien au travail et au monde en général. Si ça ne s'appelle pas une faillite, je ne comprends même plus mon métier. Tout à fait d'accord avec vous. L'enseignement tel qu'il est mis, tel qu'il est proposé, ne correspond pas non seulement à la recherche d'un travail, mais j'allais dire à un épanouissement dans une société. Non, il ne répond plus. Je pense qu'on l'avait déjà vu lors du thermomètre sur les adolescents, que l'attente tant des adolescents que des parents, des enseignants eux-mêmes, n'étaient pas les cursus qu'on proposait aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, mais je pense que tout le monde le dit. Ouais. À la fois, c'est le 18-30, mais c'est le monde de l'entreprise aussi qui le dit. Ce qui est gênant, ou pas, Jean Cornille, mais qui peut quand même paraître au minimum questionnant, c'est que 1 sur 10 pense que l'enseignement ne sert à rien sur l'ouverture au monde, sur la construction de soi, bref, sur l'acquisition des cultures, des savoirs et des nécessités de base. Et 53% pensent qu'Internet permet une vraie ouverture sur le monde. Le problème, c'est que dans l'équation, il manque quelque chose par rapport à ce que Internet offre, c'est-à-dire le meilleur et bien souvent l'inutile, pour ne pas dire le pire. Sur la question de l'éducation, je comprends parfaitement la réaction de ces jeunes adultes 18-30 ans. Je pense qu'il faut, très modestement, je dis ça très modestement, je pense qu'il faut une transformation radicale de l'enseignement. Enseigner à vivre, pour reprendre là encore le très beau programme du dernier livre d'Edgar Morin, qui est un livre magnifique et qui exprime extrêmement bien, c'est-à-dire qu'il faut petit à petit permettre une vraie transmission de savoir et de connaissances
à l'ensemble de la population pour apprendre à vivre, pas uniquement pour se spécialiser dans tel domaine, pas uniquement pour savoir résoudre 3 équations mathématiques et connaître 2 langues, ce qu'elle demande aujourd'hui du marché, je dirais, libéral, si je puis dire, marchandisé du monde. Donc la connaissance... On en revient aux humanités à l'ancienne. Exactement. Spinoza disait, plus je connais, plus je suis moi-même. Ce qui devrait être la doctrine fondamentale, me semble-t-il, de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est d'abord un plaisir de compréhension du monde, de donner aussi une compréhension des autres, mais aussi de pouvoir se construire progressivement ce que j'appelais au début de notre émission un principe de sens. Retrouver du principe de sens par la connaissance, par la compréhension et aussi, évidemment, par une certaine forme, si j'ose dire, de compassion et de sympathie vis-à-vis d'un monde qui est aujourd'hui un tout entièrement solidaire. Je ne vais pas entrer dans les détails de la complexité du monde aujourd'hui, mais tout est solidaire. Le monde, il ira, ou bien on réussira ensemble, ou bien l'espèce humaine, comme elle a déjà fait dans l'histoire du monde et du cosmos, disparaîtra. Donc je pense que l'enseignement est absolument l'élément clé, à travers à la fois l'apprentissage de connaissances et donc aussi à travers l'apprentissage de valeurs. Je pense qu'il faut réhabiliter les valeurs. C'est un débat extrêmement complexe et on a très peu de temps, mais je pense que c'est une question centrale. Oui, en tout cas, ces chiffres, ces constats, on ne va pas pouvoir les ignorer. Or, pourtant, Alain Chéniaud, voilà des années qu'on tâtonne dans tous ces dispositifs. L'État, à ses nombreux niveaux, ne cesse de réformer qui l'enseignement, qui la culture, pas forcément en lien, se préoccupe d'Internet mais ne le régule ou ne le comprend pas, ne l'enseigne pas, on ne voit pas émerger de véritables dimensions d'apprentissage de l'esprit critique ou de la connaissance de l'autre, songeons à tout le débat sur les cours d'apprentissage des philosophies et convictions. Bref, tout ça devrait être presque le cortex d'une action politique et on a un peu le sentiment que vous allez être lu gentiment. On va peut-être être lu gentiment et peut-être qu'il faut voir l'étude, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde et je pense que le monde politique, mais aussi les grands représentants doivent se rendre compte qu'on ne peut plus faire fonctionner le système à l'ancienne qui s'autogère sur lui-même. Il ne correspondra plus à la demande sociale existante. Ou alors, on va pousser de plus en plus de jeunes, j'utilise le mot, à être dépossédés du système, avec tous les risques de dérive du vivre ensemble. Oui. Moi, j'appellerais cette étude, c'est avant tout un grand appel au vivre ensemble. Ouais, ce qui est terrifiant aussi, et je demande évidemment votre appréciation à tous les deux, je commence par vous, Jean Cornille, c'est ce dérapage complet de la perception de ce qu'on pourrait appeler l'ascenseur social. Seul 1 jeune sur 10 croit vraiment dans la possibilité générale de grimper, l'avenir n'est pas ouvert, la société est fermée. Donc, quelle que soit l'origine, mais on voit bien que toutes les discriminations, là, pour le coup, sont à l'œuvre. Il n'y a pas vraiment d'ascenseur, on ne pense pas vraiment pouvoir accéder à un mieux-être, on ne voit pas vraiment où sont les leviers dans la société telle qu'elle est. Je pense qu'il faut faire un parallèle avec évidemment les 30 Glorieuses. Et 1945-1975, c'est évidemment une société de consommation, de croissance économique, amoindrissement des inégalités, de plein emploi. Et donc, les 40 piteuses depuis le choc pétrolier de 1973 jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une crainte que les enfants, nos enfants, vivent plus mal ou en tout cas pas mieux que les parents. Alors je remonte pas, ce qui est très très différent évidemment avec de la situation de l'après-deuxième guerre mondiale. C'est évidemment quand même une amélioration si on prend le regard historique par rapport à la guerre 14. Moi mes enfants ne vont pas aller dans les tranchées de Verdun, heureusement. Donc il y a quand même une évolution et un progrès évident. Mais je pense que effectivement, pour les questions de travail, pour les questions d'inégalité sociale, l'interrogation est extrêmement forte, mais elle est aussi positive, parce qu'il y a aussi je trouve qu'il y a une très forte lucidité. Vous avez quand même 64% des jeunes adultes qui sont inquiets par le système économique et financier. Il y en a 1 sur 2 qui considèrent que les inégalités sociales sont insupportables. Il y en a 3 sur 10, j'ai trouvé très intéressant, 3 sur 10 qui considèrent que le service civil obligatoire serait une bonne chose. Donc on sent qu'il y a à la fois du désarroi, mais qu'il y a, je dirais, les germes d'un sens civique, d'un sens moral qui subsiste. Et donc je pense qu'il y a une forte lucidité, mais il y a aussi le principe de réalité, pour reprendre Freud. Et effectivement, les gens et les jeunes savent qu'aujourd'hui, ils devront, dans la mêlée générale de la mondialisation, se battre, malheureusement, et qu'il faudra faire peu appel aux structures traditionnelles qui avaient aidé au développement jusqu'à présent. Alain Chéniaud, 54% avouent qu'ils ne savaient pas que ce serait si dur. Effectivement,
quelque part, je reviens sur l'injonction paradoxale. C'est une génération à qui on a expliqué que le monde était ouvert, possible, tout était possible, et puis ils se retrouvent confrontés à la dure réalité du monde. Comme l'a dit Jean Cornille, ce qui est assez aussi surprenant dans cette étude, c'est lorsqu'on demande qu'ils se projettent pour eux-mêmes à 40 ans, et pour se situer par rapport à leurs parents, ils savent qu'ils ne seront pas mieux que leurs parents. Mais quand on leur dit, quand vos enfants auront 40 ans, comment seront-ils ? Ils disent, ils seront moins bien que nous. C'est ça qui me fait peur. Heureusement qu'il y a des germes, comme l'a souligné Jean Cornille, d'espérance d'une génération qui a envie c'est pour certains qui veulent reprendre, qui ne succombent pas au fatalisme. Mais je dirais que malheureusement, il y a beaucoup d'indécis et il y a aussi pas mal de dépossédés pour lesquels il est important de ne pas les laisser au bord du chemin. Oui, Jean Cornille, le temps file vite, mais je dirais que pour 52% d'entre eux, la société actuelle n'a plus d'objectif. On voit bien qu'un gros tiers, 37% de ces 18-30 ans se verraient bien participer à des mouvements de révolte de grande ampleur. Ils ne sont donc pas résignés, mais 17% seulement affirment leur ouverture aux autres, leur ouverture au monde comme une évidence, je dirais. Et puis 46%, ce qu'on appelle les indécis, disent on ne sait pas, ils pourraient basculer soit dans le champ de la réussite ou de l'ouverture, soit au contraire dans l'envie de changement, voire pire. On est effectivement de plus en plus face à une génération qui nous dit je ne sais pas, je n'ai pas franchement d'avis là-dessus. Dans le milieu universitaire, moi je rencontre ça en permanence. Et je pense parce que, je le répète, on est à une forme de transformation historique majeure, que l'avenir est totalement incertain, que le probable est la désintégration, je recite encore Edgar Morin, pardonnez-moi, mais il y a des voies de métamorphose. Et donc, on sent bien... Mais pas par le politique. 5% pensent que voter sert à quelque chose. Pas par le politique, pas uniquement le politique, en tout cas conçu traditionnellement, comme le rôle de l'État, des partis politiques, des syndicats. Faire de la politique, il y a beaucoup de manières extrêmement différentes, je dirais, de faire vivre sa citoyenneté. Et donc, je pense que c'est une génération équilibriste, c'est une génération funambule qui peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et donc, elle a, au fond, très très bien intégré, sans doute inconsciemment, je dirais, les incertitudes de l'avenir, la perte de la perspective, du goût même de l'avenir. Et on sent bien qu'elle est effectivement dans un effet de bascule et qu'elle peut basculer dans le pire, le repli identitaire, comme le meilleur, les voies d'émancipation. Passer des indignés aux insurgés, il me semble qu'il y a une grosse partie qui pourrait faire ce choix, chez nous. Effectivement, on pourrait penser que les dépossédés, le sociologue qui nous écoute va sourire, parce qu'il m'avait mis, ce sont les dépossédés prêts à en découdre. Donc, quelque part, qui sont dans cette mécanique d'exclusion, ils pourraient passer à l'acte. Effectivement, et dans une société, il faut gérer aussi ce genre de choses. On en revient presque au vieux fondement des révoltes du 19e, debout les damnés de la terre, Jean Cornille. Debout les damnés de la terre, et la formule est forte si on la prend sous le sens environnemental, parce que c'est la terre est debout aussi, et la nature est en train de se souvenir de nous, si j'ose utiliser une formule un petit peu lyrique. Mais je pense que cette étude qui, à mon avis, ce serait très intéressant, mais je pense qu'elle collerait assez bien aussi aux jeunes d'autres pays occidentaux. Je parle pas de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique latine, mais je pense que ça traduit bien ce sentiment d'incertitude, d'hésitation, de désarroi, cette nécessité de tout mettre en œuvre pour, je dirais, retrouver un nouveau principe de sens. C'est vrai que le politique n'est plus à la manœuvre et que si cette étude peut un tout petit peu réconcilier le monde du savoir et le monde du pouvoir, que les responsables politiques prennent le temps de la lire tranquillement, de la digérer et de s'interroger. Effectivement, 5% des jeunes qui croient qu'on va changer la société par le vote, c'est une interrogation fondamentale sur la démocratie comme manière de participer à la vie de la cité et à transformer le monde. Et donc, si elle pouvait au moins servir à ça, je pense que le thermomètre de Solidaris aurait déjà réussi un de ses grands objectifs. Merci messieurs de nous en avoir donné les grandes lignes. On en reste là pour ce soir, mais les